Bien, donc nous revoici. Tout le monde est rentré. Donc, on reprend et on était en train de parler, décidément, tout s'oppose à ce qu'on explique clairement à l'apport partiel d'actifs soumis au régime de décision. Donc, l'apport partiel d'actifs, voilà, vous avez changé de place, je ne comprends plus rien. Bref, c'est pas le même jour, c'est pas le même amphi. Je vous disais que on a cette jurisprudence qui nous dit qu'il y a transmission de la branche d'actifs apportés à la bénéficiaire avec tous les éléments inclus. Et voilà, j'étais en train de vous prendre un exemple qui était le suivant, qui était le cas où... Attendez, je m'oriente mieux, voilà. Qui était le cas où on aurait une société qui ferait travailler des salariés dans un milieu dangereux et se dirait « Oulala, ces salariés, ils ont une maladie professionnelle qu'ils sont en train de développer et un jour ou l'autre, ils vont se rendre compte qu'ils ont un préjudice et ils vont faire une action en responsabilité contre l'employeur, c'est-à-dire contre moi, société. » Que pourrait faire la société pour éviter ça? Elle va apporter la branche d'activité en question. Elle va l'apporter à une autre société, à une société, alors ça peut être une société naïve, une société qui ne comprend pas que la branche d'activité qu'elle reçoit comporte ce passif potentiel, ce passif latent qui n'est pas encore révélé, mais elle pourrait aussi faire une chose différente qui serait de constituer une filiale, et cette filiale, eh bien, elle lui transférerait l'activité en question. Elle lui apporterait l'activité et le jour, quelques années plus tard, où la maladie professionnelle se révélerait, à ce moment-là, les salariés diraient « mais nous avons subi un préjudice et c'est notre employeur qui est responsable, mais leur seul débiteur, ça serait la société bénéficiaire de l'apport parce qu'on aurait, lors de l'apport partiel d'actifs, écarter la solidarité et on aurait dit que la société bénéficiaire reste seule tenue du passif lié à la branche apportée. Il y a, nous disent les textes, un droit d'opposition pour les créanciers quand on écarte la solidarité, mais ce droit d'opposition, il n'est pas, comment dire, ce droit d'opposition, la jurisprudence vous dit qu'il ne vaut que pour les créanciers qui ont une créance certaine, liquide, exigible, ce qui ne serait pas le cas dans notre exemple des salariés, puisque lorsque l'apport est fait, enfin, il faut avoir un droit d'opposition lorsque l'opération est réalisée. Et ça vous permet, à ce moment-là, vous avez un délai assez court pour faire opposition, et ça vous permet à ce moment-là, il est de 30 jours, ça vous permet de demander, de saisir un juge pour qu'il oblige au remboursement de vos créances, donc à un paiement immédiat ou à constituer des garanties. Mais voilà, ce n'est pas ce qui se passera dans mon exemple. Les salariés, lorsque l'opération d'apport interviendra, ignoreront qu'ils ont une créance. Et le jour où ils se rendront compte qu'ils avaient une créance, ben ils se diront « Tiens, qui est notre débiteur? Ah, mais c'est plus la grande société très importante, c'est la bénéficiaire de l'apport. » Et ils diront « Dans ce cas-là, on demande paiement à cette société, mais elle sera peut-être dans l'incapacité de les payer parce qu'elle n'aura pas suffisamment d'actifs. » Et ils ne pourront pas se retourner, sauf à établir la fraude contre la société apporteuse, puisque l'effet de l'opération sera mécaniquement celui de la substitution et de l'impossibilité d'agir contre la porteuse. Bon. Voilà, oui, monsieur Weiss. Je ne comprends pas pourquoi ça s'appelle l'apport partiel passif, non pas l'apport partiel d'activité du branche. Alors, c'est le contraire, ça s'appelle l'apport partiel d'actifs. Voilà, on parle de l'APA, apport partiel d'actifs. Le texte, donc article L236-22 du Code de commerce, nous dit juste la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société bénéficiaire peuvent décider de soumettre cet apport, cette opération aux règles sur les scissions. Quand on nous dit ça, le texte ne mentionne pas une exigence de transmettre une branche d'activité.
vous avez un régime fiscal favorable qui prévoit, lui, cette condition de branche d'activité. Mais là, on ne parle pas de fiscalité, même si en pratique, on va aller chercher ce régime. Là, on parle de régime juridique, de régime de droit privé. Eh bien, ce régime, le texte ne le subordonne pas à l'existence, à la transmission d'une branche d'activité. Mais une partie de la doctrine vous dit si quand même il faudrait transmettre une branche d'activité, une autre partie de la doctrine dit non, le texte n'a pas cette exigence, il faut regarder, le texte parle de transmettre une partie de son actif, vous pourriez transmettre un contrat tout seul par exemple, et si vous déclarez que l'opération est soumise au régime des scissions, alors vous transmettez avec les biens, les dettes qui y sont attachées, ou ce que vous avez voulu transmettre dans le traité d'apport, ce que vous avez convenu de transmettre. Bon. Personnellement, je suis plutôt de cette seconde école de pensée parce que le texte ne parle pas de branche d'activité. La jurisprudence, quand elle vous dit oui, il y a transmission pour la branche d'activité transmise, mais elle ne définit pas cette branche d'activité, elle ne vous dit pas et à la condition que dans les situations considérées, c'était des branches d'activité qui étaient transmises, mais on ne vous dit pas que c'est une condition formelle d'application du régime des scissions et de l'effet de transmission universelle de patrimoine. Voilà, je voulais faire ce rappel, j'espère que les choses sont un peu plus claires comme ça. Et donc, on attaque sur la société en commandite par action. J'étais en train de vous dire que c'est une société qui est régie par les articles L226-1 et suivant, mais c'est plus compliqué que ça, puisque le premier texte, L226-1 et suivant, nous dit la société en commandite par action, etc., dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Donc, premier corps de règles, article L226-1 et suivant, mais ce sont des textes qui sont peu nombreux. Vous avez à peine une douzaine de textes, non un peu plus, une quinzaine de textes, parce que pour beaucoup, c'est une société qui fonctionne par renvoi. Et par renvoi à quoi? On vous dit les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des textes qui sont les textes sur le conseil d'administration et la forme à directoire et conseil de surveillance, parce qu'on va voir qu'il y a une organisation différente dans la société en commandite par action. Donc, les textes sur les sociétés en commandite simple et les textes sur les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par action. Donc, on comprend que ça va être assez compliqué parce qu'il faut marier plusieurs corps de textes en même temps. Il faut les appliquer cumulativement à cette forme de société. La caractéristique des sociétés en commandite, c'est d'avoir L226-1 et suivant, textes spéciaux sur les commandites par action, plus, mais là c'est dans la mesure où c'est compatible, les textes sur la société en commandite simple et les textes sur la société anonyme. Les commandites, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles regroupent deux catégories d'associés. Les commandités et les commanditaires. Pour faire simple et pour vous donner une première idée, les commandités ont une responsabilité indéfinie et solidaire. Ils ont un statut qui ressemble à celui de l'associé de la société en non collectif. Donc le commandité, il a une responsabilité indéfinie et solidaire. Le commanditaire, il a une responsabilité limitée. Dans la société en commandite par action, il a un statut qui est proche de celui
très proche de celui de l'actionnaire de SA. Donc, pour faire simple, la commandite par action, c'est comme une société anonyme, mais avec une organisation un peu différente, on va le voir, et avec une catégorie d'associés à responsabilité illimitée, indéfinie et solidaire. Je rappelle, juste pour éviter les doutes, que indéfini et illimité, c'est synonyme. Ça veut dire que si la société a une dette et qu'elle ne peut pas la payer, on peut demander aux associés de payer sans plafond. Solidaire, ça veut dire qu'on peut demander à chaque associé tenu aux dettes sociales de payer l'intégralité de la dette sociale. Et solidaire, ça s'oppose à... Ne leur dites pas, solidaire, ça s'oppose à... À part vous. Solidaire, ça s'oppose à... Là, des dizaines, que dis-je, des milliers de voix vont se lever en même temps. Enfin, une voix, ça ne se lève pas vraiment, mais pour me dire quoi? Pas vous, monsieur Weiss. Pour me dire quoi? Quand je dis pas vous, monsieur Weiss, vous avez compris, vous, monsieur Weiss. Voilà, solidaire, ça s'oppose à conjoint, je le rappelle parce qu'on le reverra dans pas très longtemps sur les sociétés civiles. Dans les sociétés où la responsabilité des associés est conjointe, ça veut dire qu'il faut partager le recours, l'action qu'on exerce contre les associés. On l'avait vu au premier semestre, mais ça fait partie des choses qu'il faut répéter parce qu'il faut que vous les maîtrisiez et pas seulement mademoiselle Admi ou monsieur Weiss. Il faut comprendre que responsabilité conjointe, ça veut dire que si les associés de la société civile sont tenus ensemble de payer 1 000 € que la société ne peut pas payer, s'ils ne sont tenus que conjointement, ce n'est pas chacun d'entre eux qui paye 1 000 €, c'est 1 000 €, mais on partage l'action entre, non pas le nombre d'associés, mais en fonction du pourcentage de capital social qu'ils détiennent. Donc celui qui a 60% des parts de la société civile, on peut lui demander 60% des 1 000 €. Quand vous avez en revanche, et on revient à notre commandite par action, des associés commandités ou des associés en non, dans une société en non collectif, qui sont tenus indéfiniment et solidairement aux dettes sociales, lorsque la société est dans l'impossibilité de payer, vous pouvez demander à un seul associé, même s'il y en a plein, parmi ceux qui sont tenus, donc les commandités exclusivement dans la société en commandite, de payer à la place de la société, et vous pouvez demander à un seul d'entre eux de payer les 1 000 €. Si on a 10 associés commandités, est-ce que c'est utile d'exercer 10 actions en paiement contre les 10 associés commandités? Alors, ça peut être utile si aucun n'est solvable d'une manière qui permette d'obtenir le paiement. Mais ce n'est pas utile au sens où on obtiendrait plus que 1 000 €, bien sûr. Si notre créance contre la société, c'est 1 000 €, on peut demander l'intégralité à chacun. On peut demander en même temps l'intégralité à tous, mais on ne va pas obtenir plus. Alors, vous verrez quand vous étudierez le droit des procédures collectives que ça reçoit un effet particulier quand la société est en procédure collective, cette solidarité. Mais l'idée, c'est que quand vous êtes payé, bien sûr, de l'intégralité, vous ne continuez pas à exercer des poursuites contre les autres. Mais l'intérêt, c'est que s'il y en a un seul qui est solvable et tous les autres qui sont insolvables, là, vous êtes sûr d'être payé. S'ils n'avaient été tenus que conjointement,
vous auriez demandé sa part au solvable, mais l'insolvabilité des autres, vous l'auriez supportée. Si vous avez 1000 € qui sont partagés en 10 débiteurs et que à chacun vous devez demander 100 €, dès que l'un d'eux est insolvable, vous perdez 100 €. Alors que s'ils étaient solidaires, s'il y en a un seul qui est solvable sur l'ensemble, vous lui demandez 1000 € à lui tout seul, il vous les paye, et après il va demander aux autres de le rembourser. Mais c'est lui qui va éventuellement supporter l'insolvabilité des autres associés. C'est clair ça? Bon, donc dans la commandite par action, la grande particularité, et c'est le premier paragraphe de cette section, c'est cette dualité d'associés, puisque vous avez donc deux catégories d'associés, les commandités et les commanditaires. On vous le dit très vite, dès l'article L226-1, on vous dit « La société en commandite par action, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. » Ça veut dire qu'ils ont le même statut que l'associé en nom, l'associé de société en nom collectif, mais on ne nous dit pas ça ici, mais c'est la même chose. Et on nous dit « et des commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. » Et ce que l'on ne nous dit pas non plus, c'est que les commandités ont des titres qui sont non pas des actions, mais qui sont des parts sociales. Donc ça fait partie de ces zones d'ombre de la société en commandite par action, c'est que vous avez son capital qui est divisé en actions, mais si vous êtes commandité, vous devez aussi avoir des droits sociaux, mais qui là ne sont pas des actions, qui là doivent être des parts sociales. Mais c'est compliqué parce que vous n'avez pas deux fois un capital social. Vous avez le capital social qui est divisé en actions, mais si vous êtes commandité, on doit représenter vos droits sociaux par des parts sociales, mais ce n'est pas des parts sociales qui constituent un capital social, qui constituent le capital social. Donc ce n'est pas particulièrement clair, même dans de très grandes sociétés, on se rend compte parfois quand on demande mais votre commandité, quel a été son apport, on n'a pas forcément une réponse dans les statuts très clairs sur l'apport qui a été fait. Bon, s'il est associé, il a forcément fait un apport et il doit avoir reçu des parts sociales en contrepartie de cet apport. Ça peut être sans doute des parts d'industrie, donc des parts qui ne font pas partie du capital social, mais il a, le commandité, des droits sociaux, donc il doit avoir des parts sociales. Donc, on a ces deux catégories d'associés, et l'autre catégorie, c'est le commanditaire. Et le commanditaire, donc, l'article L226-1 nous dit qu'il a une responsabilité limitée. Il a des actions, et on comprend que son statut est proche de celui de l'actionnaire de la société anonyme. Alors, question qui n'est pas résolue expressément par les textes, est-ce qu'on peut en même temps être commandité et commanditaire ? Quand vous regardez les textes, on vous dit à un moment donné, on va voir les différents organes de la société en commandite par action, et on vous dit, article L226-4, on mentionne incidemment les actionnaires qui ont la qualité de commandité et qui ne peuvent participer à la désignation des membres du conseil de surveillance. On va voir que les commandités, c'est eux qui assurent la direction de la société,
il y a un conseil de surveillance qui représente qui est désigné par les commanditaires pour surveiller la direction qui est mise en œuvre par les gérants et donc vraisemblablement par les commandités. Et donc on règle la question de l'actionnaire qui serait en même temps commandité, et on vous dit qu'il ne peut pas participer à la désignation des membres du conseil de surveillance. Donc on admet incidemment qu'une personne puisse en même temps détenir des actions et des parts de commandité, donc avoir en même temps les deux qualités. Comment est-ce que c'est organisé une société en commandite par action? Il faut partir de l'idée que ça ressemble à une société anonyme. Donc on va avoir une assemblée générale des actionnaires, on va avoir un commissaire aux comptes, un titulaire et un suppléant au minimum, et ce de manière obligatoire. Ça nous est confirmé d'ailleurs par l'article L226-6 qui nous dit l'Assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Mais, comme on l'a dit, on écarte les textes sur le conseil d'administration ou le directoire et le conseil de surveillance. Alors, l'un d'entre vous demande quel est l'intérêt d'avoir ces deux catégories d'associés au sein d'une société. Alors, historiquement, il y avait un intérêt, c'est que, historiquement, quand vous aviez une société, on va dire, plus constituée en caste, ça permettait à des personnes qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas avoir la qualité de commerçant d'investir dans une entreprise sans devenir commerçant, puisque vous étiez commanditaire, vous n'étiez donc qu'investisseur, et vous pouviez faire le commerce par le biais de la société, mais c'était les commandités qui avaient la qualité de commerçant. Donc ça avait cet intérêt, et puis aujourd'hui ça a toujours un intérêt, c'est intéressant de pouvoir proposer un engagement différent, une prise de risque différente. Ça ressemble à une société anonyme. L'organisation, on va le voir, la gouvernance, avec un gérant et un conseil de surveillance, ça ressemble pas mal à l'organisation avec directoire et conseil de surveillance. C'est une forme qui est quand même assez lourde à mettre en place. Quelque chose qui tend à rapprocher aussi cette société de la SA, directoire et conseil de surveillance, c'est le fait qu'en pratique, la plupart du temps, le commandité, c'est pas quelqu'un qui met sa tête sur le billot en disant qu'il est tenu sur tout son patrimoine. Le commandité, ça va être une société à responsabilité limitée. Donc on est commandité, mais en réalité on est commandité avec ce bouclier qui est que le patrimoine exposé, c'est le patrimoine d'une société elle-même à responsabilité limitée. Donc l'organisation de la société en commandite par action, différence avec l'ASA, elle a un ou plusieurs gérants. Article L226-2 et article L226-3, vous avez les règles sur les gérants. Les premiers sont... Oui, tout à fait, Monsieur Weiss, mais vous pouvez aussi le demander directement. Effectivement, oui, si on est à la fois commandité et commanditaire, on risque à la fois son apport, puisque on a une responsabilité limitée pour les actions et l'apport qu'on a fait pour recevoir ces actions de commanditaire, mais dans le même temps, on a en plus une responsabilité qui est une responsabilité illimitée de garant aux dettes sociales. Voilà. En tous les cas, attention, M. Weiss prépare sa revanche, ou du moins une nouvelle attaque. Donc, j'en étais au gérant. Donc, le gérant, on nous dit quoi? Bon, je vous renvoie au texte
L226-2 et L226-3, on comprend que, différence avec d'autres dirigeants, le gérant doit pouvoir être une personne physique ou une personne morale. Alors on nous dit que les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de gérant une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à 65 ans, mais on ne nous dit pas plus précisément que le gérant est systématiquement une personne physique. Donc cette limite d'âge, elle ne doit valoir que pour le gérant personne physique. Et donc ce sont les statuts ou une décision de l'Assemblée générale, mais attention, puisque on nous dit le ou les gérants sont désignés par l'Assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités. Voilà une illustration de l'originalité du fonctionnement de cette société. Dans une société anonyme, comment vous éliriez le dirigeant, si c'était l'Assemblée générale qui devait directement l'élire? Vous savez que dans la SA, le directeur général, il n'est pas nommé directement par l'AG, mais les administrateurs le sont. Donc dans la SA, on fait voter l'AG, point. Ou c'est les statuts qui désignent les premiers administrateurs. Ici, illustration de cette particularité de fonctionnement, c'est l'AG, donc des commanditaires, mais on vous dit que c'est avec l'accord de tous les associés commandités. Donc on a en même temps deux rouages qui doivent fonctionner, qui sont d'une part l'AG des commanditaires, et d'autre part, ce n'est pas une assemblée générale, mais on demande le consentement des commandités. C'est normal parce que les commandités, comme ils vont être garants des dettes sociales qui vont naître du fait des actes des gérants, ils n'ont pas envie qu'on nomme n'importe qui à la tête de la société. Alors, une particularité quand même, et ça, on est obligé, pour la comprendre, d'aller un instant dans les textes sur la société en commandite simple. C'est l'article L200. La commandite simple, c'est les articles L222-1 et suivants du Code de commerce. Et dans ces articles, on vous dit une chose qui est importante, c'est l'article L222-6. Et cet article L222-6, il doit s'appliquer à nos sociétés en commandite par action. Il nous dit quoi? Il nous dit l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration. Ça veut dire que si vous êtes commanditaire, vous n'allez pas être gérant de la société en commandite. D'accord? Si vous êtes commanditaire, vous ne faites pas des actes, nous dit-on, de gestion externe. Vous n'êtes pas gérant, même en vertu d'une procuration, ça veut dire que vous n'avez pas une délégation de pouvoir, vous occupez un rôle d'actionnaire, pas un rôle de dirigeant, vous votez à l'Assemblée, éventuellement vous siégez, on va le voir, au conseil de surveillance, mais vous n'êtes pas gérant de la société. Si vous l'étiez, qu'est-ce qui se passe? On nous dit en cas de contravention à la prohibition prévue à l'alinéa précédent, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Alors, quelles sont les conditions pour créer une commandite simple? On en parlera un petit peu quand on verra les sociétés de personnes. Pour le moment, avec votre permission, je reste sur ma commandite par action. Et je réponds, il y a une question que je n'ai pas abordée, mais par exemple, quel est le capital social requis pour la commandite par action? Quelles sont les règles de vérification des apports? Tout ça, on va appliquer les mêmes règles que pour la société anonyme. Une particularité quand même, c'est le nombre d'actionnaires. Il faut combien d'actionnaires dans une société anonyme?
Aujourd'hui, il n'en faut plus que 2. J'attendais qu'on me dise 7. Non, aujourd'hui, il n'en faut plus que 2. Dans la société en commandite par action, on vous dit, article L226-1, qu'il en faut au moins 3 plus 1. 3 plus 1, pourquoi? Parce qu'on vous dit que la société en commandite par action est constituée entre un ou plusieurs commandités et des commanditaires. Le nombre des commanditaires ne peut être inférieur à 3. Donc il faut 3 commanditaires et un commandité au minimum, peut-être 3 personnes seulement, puisque l'un d'eux pourrait avoir à la fois la qualité de commanditaire et de commandité. Donc, je reviens à ma règle qui est que sur les gérants, le gérant ne devrait pas être un commanditaire, sinon on fait jouer l'article L222-6, et l'article L222-6, il vous dit que si un commanditaire fait des actes de gestion externe, il va être tenu solidairement responsable, donc garant du passif des actes qu'il fait, mais s'il en fait vraiment beaucoup, il peut être déclaré solidairement, le texte dit, suivant le nombre et l'importance ou l'importance des actes, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement. Donc, je suis commanditaire, je dois rester à ma place. C'est-à-dire que je ne vais pas négocier avec un fournisseur ou avec des clients pour signer un contrat au nom de la société. Je suis commanditaire, je suis un actionnaire, je ne joue pas un rôle externe, je ne joue pas un rôle de dirigeant. De dirigeant qui se montre comme tel au tiers, puisque j'insiste bien sur, on ne peut pas faire d'acte de gestion externe. Si je le fais une fois, je me rends chez notre client principal. Et là, fini de rigoler, les commandités, je trouve qu'ils ne sont pas assez sérieux. C'est moi qui ai mis tout l'argent qu'utilise la société, certes, comme commanditaire, certes, avec une responsabilité limitée, mais à un moment, je vais négocier pour le compte de la société. Et je me suis fait donner un mandat par les gérants, par exemple, pour signer le contrat au nom de la société. Je fais ça une fois pour un acte qui n'est peut-être pas un acte extrêmement important. Je peux être tenu de garantir le passif lié à cet acte. On signe un contrat avec le client, la société ne peut pas l'exécuter, on lui demande des dommages-intérêts, elle ne peut pas les payer, on va se tourner vers les associés commandités et peut-être vers moi, commanditaire, qui ai dépassé le cadre légal de mon action aussi. Maintenant, je fais ça systématiquement, on va pouvoir me demander de garantir l'intégralité des dettes sociales. Oui ? Oui, c'est un peu le même concept que dirigeant de fait, si ce n'est que là, ça vous déclenche un statut de commandité de fait. C'est pas dit qu'on aille jusqu'à permettre que vous puissiez... vous savez, quand vous êtes dirigeant de fait, vous avez l'ABS qui peut s'appliquer à vous, vous avez la responsabilité en cas de liquidation judiciaire de la société. C'est pas dit qu'on ait tout ça automatiquement. Mais oui, si vous faites beaucoup d'actes de gestion externe, alors que vous n'êtes pas dirigeant, vous êtes sans doute en situation de dirigeant de fait. Vous avez tout à fait raison de faire le rapprochement. Pour répondre à une question qui est posée, quel est l'intérêt à constituer ce type de société? Mais enfin, c'est un peu ce qu'on a dit, c'est une société... Alors, il y a des sociétés qui sont constituées comme ça parce que, historiquement, elles se sont constituées en commandite, elles ont conservé cette forme. À une époque, il fallait une autorisation pour constituer, une autorisation du gouvernement pour constituer une société anonyme qu'il ne fallait pas pour constituer une commandite. Et à cette époque, il y a eu plein de commandites et on a parlé de la fièvre des commandites. Voilà, vous avez ça dans tous les manuels, dans la partie historique. Bon,
Aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça des commandites, c'est plutôt des grandes sociétés, soit des sociétés anciennes qui avaient cette forme il y a longtemps et qui l'ont conservée. Parmi les exemples qu'on donne assez souvent, la société Michelin a la forme de société en commandite. Bon. Ça peut être aussi des sociétés dans lesquelles on veut qu'il y ait cette double catégorie d'associés. Aujourd'hui, on peut arriver à ce résultat d'une autre manière, avec des actions de préférence qu'on verra bientôt. Dans une SAS, vous pourriez imiter ça en ayant des actionnaires, des associés normaux, et en ayant des associés qui auraient des actions qui feraient peser sur eux une garantie des dettes sociales. Bon. Mais vous avez cette forme. C'est une forme qui est assez compliquée à mettre en place, encore une fois, avec ces deux catégories, avec ce gérant et conseil de surveillance. C'est pas la forme qui nous vient tout de suite à l'esprit. C'est pas une forme adaptée. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut constituer une PME, il me semble qu'il va plutôt aller vers la SAS ou vers la SARL que vers la société en commandite par action. Voilà, ne serait-ce que parce qu'on a aussi une exigence de 37 000 € de capital par décalque des règles sur la société annuelle. Donc, je reviens à mon gérant. Mon gérant, donc, précision en plus, le gérant, normalement, ne doit pas être un actionnaire commanditaire, parce que sinon, on va avoir, d'une part, la sanction que je viens d'évoquer, mais même avant ça, on peut même se demander si je suis commanditaire, si je peux même être nommé gérant, puisque on nous dit, article L222-6, l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe. Donc je ne suis même pas sûr qu'on puisse valablement nommer un commanditaire comme gérant. On a une disposition impérative qui nous dit que non. Oui ? Si on a un commandité qui devient commanditaire, oui. Alors est-ce que cette limitation s'applique? Il aurait intérêt à ne pas le faire parce qu'il y aura toujours un doute sur la validité des actes faits en qualité de dirigeant. Parce qu'on a un texte qui est une disposition impérative et nommer quelqu'un dirigeant, on a une vraie menace sur la validité de sa nomination parce que nommer une personne comme gérant, ce n'est pas un acte modifiant les statuts. Et donc, pour la nullité de l'acte, il nous faut quoi ? Article L235-1 du Code de commerce. Juste la violation d'une disposition impérative. Et là, quand on nous dit l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, on a une disposition impérative. Bon, après, on peut avoir un doute, parce que comme on nous dit juste derrière, mais s'il l'en fait quand même, il a une sanction qui est la responsabilité indéfinie et solidaire, peut-être que, alors il a le droit d'en faire, mais avec application de cette responsabilité particulière. Bon. La commandite, ce n'est pas une société qui donne... Alors, on a de la jurisprudence qui est souvent assez ancienne. Ce n'est pas une société qui donne lieu à une jurisprudence aujourd'hui très importante, parce qu'il n'y en a pas énormément. Voilà, ce n'est pas une société qui est très répandue. Comment ça se passe, les pouvoirs du gérant de la société en commandite? Eh bien, il a les pouvoirs des dirigeants de sociétés à responsabilité limitée au sens large, c'est l'article L226-7. Vous voyez des formules qui ressemblent à ce qu'on a vu pour le directeur général de la SA, pour le président de la SAS. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Et on nous dit que dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du gérant, qui sortent de l'objet social, sauf à prouver que le tiers avait connaissance du dépassement d'objet social, étant précisé que la seule publication des statuts ne suffit pas à établir cette preuve. Donc c'est la règle qui nous vient de la directive européenne de 68, désormais de 2009,
qui permet au tiers de contracter avec une société sans avoir à vérifier systématiquement si l'acte qu'il est en train de faire est inclus ou non dans l'objet de la société. Ça, c'est une règle qu'on connaît. On parle du cas, mais ça c'est des règles assez classiques aussi, de la pluralité de gérants. On n'a pas vu encore les sociétés qui ont un gérant, SARL, société en nom collectif, société civile. On a généralement une règle qui nous dit, en cas de pluralité de gérants, le principe c'est que chaque gérant a à lui tout seul les pouvoirs prévus par le texte. Précision quand même, les sociétés en commandite par action, lorsque ce sont des sociétés importantes, tendent à avoir plusieurs gérants et à faire fonctionner ces gérants en instituant un comité de gérance pour coordonner leur action. Mais il n'empêche que chaque gérant a, de par la loi, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société à l'égard des tiers. Petite originalité, article L226-2, on nous dit « Le gérant associé ou non est révoqué dans les conditions... » Oui. Je vous une question par rapport à l'article 232-6. Le texte dit qu'il ne peut faire reconnaître le dossier de pour moi, ça me semble être possible de licence. Et néanmoins, l'acte est valide. Pourquoi est-ce qu'on met peu dans le texte si les sanctions correspondent à... Non, votre observation est intéressante. On nous dit qu'il ne peut pas faire d'acte de gestion externe, mais s'il en fait, il est tenu de garantir comme s'il était commandité finalement. Donc ça veut dire que l'acte n'est sans doute pas nul. Moi, la seule chose que j'ai évoquée, je n'ai pas été voir le statut de chaque acte. Mais si on nous dit que la sanction, c'est une garantie des dettes nées de l'acte en question, c'est que l'acte, effectivement, doit demeurer valable. Et votre observation est très juste. Moi, ce que j'évoquais simplement, c'est est-ce que j'oserais nommer quelqu'un qui serait commanditaire, gérant de la commandite? Non, j'ai peur que sa nomination soit entachée de nullité parce qu'on me dit que, par principe, un commanditaire ne peut pas faire d'acte de gestion externe. Sur la révocation, on nous dit le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts. Donc différence et originalité pour le coup par rapport aux autres formes de sociétés commerciales, parce que dans les sociétés par action, alors dans la SAS, c'est à peu près pareil. Dans la SAS, le dirigeant, enfin c'est pas à peu près, c'est pareil. Dans la SAS, le dirigeant, il est révoqué dans les conditions prévues par les statuts. Donc c'est les statuts de la SAS qui choisissent si c'est ad nutum ou si c'est sur juste motif. Mais c'est plus étonnant dans une société qui n'est pas la SAS. Dans les sociétés anonymes, on a vu que c'est la loi qui choisit si c'est ad nutum ou sur juste motif. Et dans les sociétés de personnes, on verra que c'est généralement sur juste motif que le dirigeant est révoqué. Donc là, c'est une solution différente qui a été choisie. Ce sont les statuts qui définissent la manière dont le dirigeant est révoqué. Et puis, autre originalité, on nous dit que le gérant est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime à la demande de tout associé ou de la société. Donc, les statuts, que se passe-t-il, monsieur? Je vous sens perdu dans la révocation du gérant de commandite par action. Les statuts nous disent, par principe, dans quelles conditions on révoque le gérant. Si on l'a nommé par décision des commanditaires avec l'accord de tous les commandités, ça peut sembler cohérent, conforme à la règle non écrite du parallélisme des formes, de dire que c'est pareil, pour le révoquer, il faut une décision de l'Assemblée des commanditaires avec l'accord de tous les commandités.
Mais on pourrait aussi prévoir une règle différente et peut-être que les commandités seuls peuvent décider la révocation parce qu'ils considèrent que la gestion du gérant est dangereuse et ils n'ont pas envie de continuer à être en train de garantir des dettes qui naissent de plus en plus et qui engagent de plus en plus leur patrimoine. Je réponds à une question qui est posée. Il y a effectivement en jurisprudence l'émergence des droits de la défense lorsqu'on révoque un dirigeant. Ça vaut certainement, même pour un gérant de commandite par action. Donc si on le révoque, les statuts ont intérêt à prévoir qu'il sera entendu par l'organe qui prononce la révocation et qu'il pourra présenter ses moyens de défense et savoir pourquoi on veut le révoquer, enfin plutôt à l'inverse, savoir pourquoi on veut le révoquer et présenter ses moyens de défense. Et si les statuts ne disaient rien, on aurait quand même intérêt à le faire. En tous les cas, en plus d'une révocation prévue par les statuts, on a prévu la possibilité, à la demande de tout associé ou de la société, la possibilité de demander au tribunal de commerce de révoquer le dirigeant, mais en prouvant l'existence d'un motif, enfin d'une cause légitime, donc d'un motif légitime de révocation. Ça, c'est un mécanisme qu'on rencontre dans les sociétés civiles, dans les SARL, c'est l'article ici L226-2. Ce mécanisme, il permet, en plus de la révocation décidée par les associés, de demander au juge de prononcer la révocation. Petite interrogation, on nous dit que c'est à la demande de tout associé ou de la société. Est-ce qu'un commanditaire pourrait demander la révocation ? Il est associé, oui, mais on se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas précisé associé ou actionnaire. Bon, on a un léger doute quand on lit ça, parce qu'on peut se dire, mais alors est-ce que ce n'est pas réservé aux associés commandités? Oui. Vous avez dit tout à l'heure que les commanditaires n'ont pas des actions, mais des parts sociales. Un lundi matin difficile pour M. Weiss qui comprend tout de travers aujourd'hui. Je lui dis, pas vous. Il répond quand même. J'ai dit tout à l'heure que les commanditaires avaient des actions et les commandités des parts sociales et non l'inverse. Voilà. Ce petit thermos de café que je vois, ne contient-il vraiment que du café? Le matin, j'aime bien un peu d'alcool dans mon café, ça me... Hein? Bon, donc, cette petite plaisanterie bienveillante, bien entendu, hein, bienveillante, voilà. Monsieur Weiss sourit, il a l'air heureux. Donc, cette petite plaisanterie, tout le monde en témoigne, cette petite plaisanterie étant terminée. Donc, révocation du gérant, on n'a pas beaucoup de jurisprudence sur le sujet, mais voilà un exemple de question qui est soulevé par le texte. Oui. Vous pouvez imaginer ici le terme d'associé au sens général, puisqu'on a dit qu'on espère que dans les textes... Que l'actionnaire, ça n'est qu'un associé qui détient des actions. Oui, sans doute, vous avez raison, sans doute que quand on dit tout associé, c'est tout associé, quel que soit son statut, commandité ou commanditaire, ça n'aurait pas été plus mal de le dire. Voilà. En tous les cas, et puis bon, il faut se dire que ça n'est que le droit de saisir le juge. Donc le juge, vous lui dites, monsieur le juge, vous saisissez le tribunal de commerce, vous demandez la révocation du dirigeant. Après, c'est le tribunal de commerce qui regarde s'il y a un motif légitime ou pas. Oui ? Ah non, demander la révocation du dirigeant, ce n'est pas un acte de gestion externe. Acte de gestion externe, ça veut dire vis-à-vis des tiers à la société. Là, nommer ou révoquer le dirigeant, c'est clairement un acte de gestion interne. Le doute reste, si on voulait utiliser l'article L222.6, le doute reste. Bon. Donc ça c'était sur la révocation, les pouvoirs, on les a évoqués. Petite précision,
sur les pouvoirs du dirigeant, vous avez application de dispositions qu'on a déjà vues. C'est l'article L226-10 qui nous dit que les dispositions sur les conventions réglementées sont applicables aux conventions intervenant. Alors, on va viser notamment les conventions entre la société en commandite par action et son gérant. Donc on applique les mêmes règles sur les conventions réglementées, si ce n'est que ce n'est pas le conseil d'administration qui va se prononcer, puisqu'il n'y a pas de conseil d'administration, mais l'autorisation préalable, elle va être donnée par cet organe qu'on n'a pas encore évoqué, qui est le conseil de surveillance de la société en commandite par action. Et toujours dans les pouvoirs, comme on renvoie à l'article L225-43, c'est l'article qui interdit aux dirigeants personnes physiques de faire des emprunts auprès de la société ou de faire cautionner les dettes qu'il aurait à l'égard des tiers par la société. Bon, sur la rémunération, vous avez l'article L226-8 qui nous dit que la rémunération, c'est soit celle prévue par les statuts, première chose, mais l'Assemblée générale ordinaire peut décider d'une rémunération en plus de celle prévue par les statuts, mais il faut l'accord des commandités accordonné à l'unanimité ou à la majorité des commandités prévues par les statuts. Et dernière observation sur le gérant de la commandite par action. Vous avez une phrase assez lapidaire à la fin de l'article L226-7 qui nous dit: sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d'administration d'une société anonyme. Et vous avez un autre texte qui est l'article L226-12 qui renvoie à plusieurs dispositions sur la responsabilité. On nous dit que donc L226-12 qui renvoie aux articles L225, 251 et 255. Et donc L225, 251, c'est le texte principal sur la responsabilité des dirigeants de la société anonyme. Et le L225-255, pardon, c'est un peu de l'enchaînement de textes, c'est la responsabilité en cas de procédure collective. Voilà. On aurait pu viser plutôt L225-251 à L225-255. Un peu curieusement, c'est et L225-255. Ça soulève des questions parce que du coup, la responsabilité triennale, la prescription par 3 ans, par exemple, n'est à la lettre du texte pas applicable. C'est un peu curieux. Est-ce qu'il ne faut pas considérer que le renvoi à L225-251 emporte renvoi au texte suivant? Je serais plutôt de cette liste. Ça, c'était donc grand A, la gérance. Grand B, le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance, c'est l'article L226-4 qui l'évoque en premier lieu, en nous disant « L'Assemblée générale ordinaire nomme dans les conditions fixées par les statuts un conseil de surveillance composé de 3 actionnaires au moins. » Donc voilà pourquoi il faut avoir au moins 3 commanditaires, c'est parce qu'il faut nommer dans le conseil de surveillance au minimum 3 actionnaires.